Alors, Vivance et Reliance se trouve aujourd'hui aux premières éditions des Rencontres Prométhée à Avignon et nous avons le privilège d'avoir Michel Odoul avec nous qui est venu faire une conférence, qui est également l'auteur de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Bonjour Michel Odoul. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview parce que je sais que vous êtes entre deux trains. Oui, mais vous savez, en même temps, les gens qui, comme moi, ont la chance d'avoir un travail et de faire quelque chose qui les passionne et qui les aime, sont toujours fiers de pouvoir communiquer dessus. Et donc, chaque fois que l'on vous propose de communiquer sur le sujet, vous avez pu voir au cours de la conférence que j'étais un peu bavard. Tout à fait. C'est avec un grand plaisir. Donc, c'est moi qui vous dis merci de me permettre de vous dire beaucoup de choses. Alors, moi j'ai été, bien sûr, l'une des personnes qui a acheté et lu votre best-seller, on peut l'appeler comme ça. Oui. Comment est-ce que vous expliquez un tel succès? Je pense que c'est un petit peu ce que j'ai évoqué au cours de la conférence, à savoir que nous sommes dans des sociétés, nous sommes dans des vécus, nous sommes dans des cultures qui, du fait de la science glorifiante du 19e siècle, ont cru pouvoir comprendre, expliquer et segmenter la vie uniquement à sa dimension matérielle. Et ça a petit à petit construit, dans le rapport entre les individus et dans leur rapport à la vie, un vide sidéral de sens, de la raison pour laquelle les choses sont faites. Nous sommes dans une culture d'objets et nous sommes de moins en moins dans une culture de sujets. Et l'être humain a de plus en plus de mal à pouvoir trouver une situation à l'intérieur de ça. Parce que l'objet a pour particularité sans doute de flatter les sens et d'apporter le plaisir, mais il n'y a que le sujet qui peut apporter le bonheur. Et la différence, elle est majeure. D'accord. Merci. Dites-moi, est-ce qu'on pourrait dire que la maladie est en fin de compte la possibilité d'une remise en question pour l'individu? C'est une opportunité de cela. Une opportunité. Oui. Alors, je suis toujours extrêmement vigilant et prudent parce que quand on communique, on utilise et on emploie des mots, mais on ne sait pas trop comment les autres les entendent et ce qu'ils en font. Dire que la maladie est une opportunité, est une interpellation de quelque chose qu'on peut appeler la vie pour que nous comprenions ce qui se passe, que nous en fassions quelque chose, voire que nous transformions notre façon d'être, est une évidence pour moi. En revanche, ça ne signifie pas pour autant que lorsque la souffrance et la maladie apparaissent, il faille l'ignorer, voire la mépriser. Il y a parfois des maladies, des pathologies, des traumatismes qui peuvent mettre l'individu en péril. Et à ce moment-là, ne se préoccuper que du sens dans le moment où elle apparaît peut être très réducteur et peut même conduire l'individu à de véritables souffrances additionnelles non utiles, voire pire, à la mort. Par conséquent, la maladie a toujours être comprise dans les deux dimensions. La première, elle est une tension corporelle qui montre que la vie cherche à résoudre quelque chose. Mais c'est une tension corporelle qui peut être dangereuse. Il faut donc s'en occuper. Mais s'en occuper ne signifie pas qu'il faille ignorer le sens qu'elle porte. Et que donc s'occuper réellement et profondément de la maladie, c'est prendre en compte sa dimension physique, utiliser autant que faire se peut des outils, des moyens, des soins ou des médicaments qui ne l'empêchent pas de s'exprimer mais qui la canalisent et lui permettent de se résoudre, mais en revanche, associer à cela, bien entendu, la question du sens, parce qu'elle est majeure. D'accord. Durant votre conférence, vous avez parlé du subtil qui se manifeste dans le corps. Oui. Pourriez-vous en dire un petit peu plus? C'est ce que nous sommes en train de faire. À partir du moment où je réponds à votre question, dans mon corps se manifeste un certain nombre de choses. J'ai des cordes vocales qui vibrent, j'ai des mots qui sortent, j'ai une expression qui se manifeste. Elle est le résultat d'idées et de pensées que j'ai conceptualisées au moment où j'ai voulu exprimer la chose. Et ces idées que j'ai voulu conceptualiser et qui s'expriment par mes mots, elles-mêmes sont issues de ce que je suis, de ma culture, de mon bagage, de mes références, etc. C'est-à-dire toute une partie de moi-même qui sont des champs non visibles et subtils, qui appartiennent à la constitution de ce qu'on va appeler mon esprit, et qui, à un moment donné, se sert d'un outil particulier qui s'appelle le corps pour s'exprimer et pour manifester quelque chose. C'est cela le sens même du subtil.
C'est donc le sens de ce qu'on va appeler l'esprit, la psyché de l'individu, l'âme, le maître intérieur, le non-conscient, le subconscient. Après, chaque paradigme explicatif a son vocabulaire et a ses références, mais c'est toujours ce même subtil qui s'exprime. Et c'est lui que les religions ont codifié à travers les émanations ou les manifestations divines, c'est lui que les psychologues ont objectivé à travers ce qu'est la psychologie de l'individu, le sens de la psyché, de la personnalité, ce que Jung appelait l'ombre, etc., etc., ou c'est ce que les biomécaniciens vont appeler l'influx électromagnétique ou biomagnétique qui fait que le corps fonctionne. Tout ça n'est après qu'une question de vocabulaire et de cadre dans lequel on explicite les choses. En tout cas, dans notre vie, il y a les champs qui sont manifestes et denses et qui s'expriment à travers le corps, et il y a ce qui est en amont, qui est ce fameux champ subtil. Alors, j'ai bien compris que l'Orient avait eu quand même une grande influence dans votre travail, oui, dans vos recherches. Oui. Vous nous avez parlé de la médecine traditionnelle chinoise, par exemple. Comment est-ce que cette influence est venue à vous? De quelle manière? Qu'est-ce qu'elle a apporté réellement? Alors là, il y a plusieurs questions. Comment est-elle venue d'abord à moi? Vous savez, j'étais un cadre supérieur qui vivait, comme tous les cadres supérieurs, une vie de fou. Un ami m'a dit, tu sais, si tu es stressé comme ça, si tu veux vraiment récupérer, te détendre, il y a un art martial japonais qui s'appelle l'aïkido, qui est un art martial qui est très intéressant parce qu'il fonctionne suivant certains principes et on ressent un bien fou à le pratiquer. Je suis donc allé assister à un cours d'aïkido. J'ai effectivement trouvé que c'était un art martial qui était très intéressant. Je me suis inscrit au cours, j'ai pratiqué. Ça a été la première des rencontres avec l'Orient. Et dans cette pratique de l'aïkido, j'ai rencontré déjà un certain nombre de réponses par rapport aux conflits, aux tensions, etc., qu'il y avait à régler dans le monde du travail. Et j'ai compris qu'à travers la vision que l'Orient avait de la relation à l'autre et du monde, même de la densité, de la matière, il y avait des réponses qui étaient intéressantes. Le maître japonais qui enseignait à l'époque, qui s'appelait maître Nakasano, était aussi un de ceux qui avait amené en Occident une pratique thérapeutique japonaise qui s'appelle le shiatsu, dont les références s'appuient sur la médecine traditionnelle chinoise. Et donc je me suis dit, pourquoi pas aller voir ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette technique. Moi je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas du tout l'Orient. Et avec mon épouse, nous nous sommes inscrits un jour à un stage d'initiation à cette technique qui est shiatsu. Et à cette époque-là, mon épouse avait des douleurs dans un genou. Nous avions consulté, médecine, rhumatologue, radio, etc. Et on avait dit à mon épouse, la médecine occidentale, Madame, vous n'avez rien. Donc mon épouse était très contente de ne rien avoir, sauf qu'elle avait mal et qu'elle boitait quand même. Nous sommes arrivés au cours de shiatsu. Le maître japonais a vu mon épouse qui boitait, il lui demande ce qu'elle avait, donc elle lui explique. Il lui dit, écoutez, allongez-vous là. Elle s'est allongée sur le futon, il a pris son pied, sa cheville, il a appuyé sur un point sur cette cheville, mon épouse a poussé un hurlement, a fait un saut de 10 cm au-dessus du tatami, et n'a plus jamais eu mal au genou. Et donc, nous qui étions des occidentaux formatés dans une certaine connaissance du monde, nous venions de rencontrer en fait un paradigme, une connaissance qui apportait des réponses là où l'un autre n'en apportait pas. À partir de ce moment-là, j'ai un esprit plutôt curieux, je me suis dit, il y a quelque chose à comprendre. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai mis le doigt dans l'engrenage et que j'ai pu plus jamais le retirer, parce que ça m'a pris le doigt, la main, le bras et l'intégralité du corps, jusqu'au jour où j'ai arrêté totalement mes activités professionnelles pour me consacrer à ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Alors, en termes de santé et conscience, puisque c'est le thème de cette première édition des Rencontres Prométhée, est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui sont en train de vous regarder, de vous écouter? Je pense qu'il est essentiel, un petit peu comme je le disais en conclusion de mon intervention, il faut comprendre que ce qui compte dans la vie, c'est de permettre à ce qui nous anime, c'est-à-dire ce champ subtil dont on parlait tout à l'heure, de trouver sa place et son expression dans le quotidien. Il est essentiel de comprendre que chaque fois dans le quotidien une tension ou une souffrance s'y manifeste, ça signe que justement cette partie-là de nous-mêmes ne peut pas s'exprimer correctement. À partir de là, l'intérêt, c'est simplement de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pas à chaque instant quand il y a quelque chose ou un petit bobo,
mais lorsque les manifestations commencent à devenir récurrentes ou à prendre de l'intensité. Parce qu'à partir de ce moment-là, quelque chose crie en nous et nous dit « Attends, écoute un peu, arrête de courir, relève la tête du guidon, reviens à toi-même, ne passe pas à côté de toi. » Il y a une sorte d'exhortation et d'interpellation qui peut se manifester à la fois dans de la densité physique ou à travers par exemple des rêves, des cauchemars récurrents, des phases de vie dans lesquelles manifestement au fond de nous il y a quelque chose qui s'exprime et qui crie. À partir de ce moment-là, l'idée est extrêmement simple et basique. C'est de s'arrêter 2 minutes et de se dire « Attends, mais j'en suis où ?» Un peu d'ailleurs comme on le fait quand on prend la voiture, ou quand on prend un bateau, ou quand on fait de l'avion, il faut s'arrêter de temps en temps pour faire le point. Or, on ne peut faire le point que si on redonne de la place à quelque chose qui est un des éléments qui théoriquement verticalise l'être humain, qui est le champ de la conscience. Ça n'est pas toujours confortable. Mais lorsqu'une conscience a réussi à nouveau à rallumer la flamme à l'intérieur de nous-mêmes, c'est incroyable de voir à quel point les processus de vie se remettent en route en nous. Parfois dans un premier temps, comme après le sport, pour des courbatures et des choses douloureuses, mais de toute façon, nous ressentons très intensément une réalité de vie qui s'exprime à nouveau facilement en nous. Et en cela, chaque fois que nous obérons cette conscience, il y a quelque chose qui se ferme. Chaque fois que nous sentons que quelque chose se ferme, il faut la réouvrir et redonner du champ. J'utilise souvent cette image, vous savez, de dire, c'est un peu finalement comme quand on est à table dans une réunion de famille et qu'un enfant est là, est assis à table. Pendant tout le temps du repas, il faut qu'il se tienne tranquille ou qu'il ne bouge pas. Que se passe-t-il lorsqu'on le libère? Il y a toute une charge d'expression qui émerge à ce moment-là. Soyons un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes et à partir de ce moment-là, nous maintiendrons notre conscience éveillée. Merci. Merci à vous. Merci pour ce message. Je vous souhaite un excellent retour. Merci à vous. Une bonne continuation. Et puis, ce fut un plaisir de vous entendre et puis de faire cette interview avec vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.